Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal. Visitons le chemin de la lumière avant qu'elle ne devienne couleur. La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 4, le chemin de la lumière. Lors de son voyage, la lumière interagit avec la matière qu'elle rencontre et certains des photons qui la composent sont absorbés ou déviés en fonction de leur longueur d'onde. La couleur de la lumière change ainsi progressivement. La couleur qu'on attribue aux objets est faite de ce qui reste après l'absorption ou la déviation d'une partie du spectre de la lumière. L'obsidienne, noire, absorbe presque tout le spectre et ne renvoie pas de lumière, alors que la fraise bien mûre ne renvoie que les photons rouges et absorbe tout le reste, au contraire des feuilles du fraisier qui absorbent le rouge et ne renvoient que le vert. Le ciel, d'un bleu clair, renvoie tout le spectre avec quand même un peu plus de photons bleus que des autres longueurs d'onde. L'eau de mer absorbe progressivement le rouge, le jaune, le vert et teinte les abysses d'un outre-mer profond. Les rayons lumineux qui ne sont pas absorbés par les objets, les matières, ceux-là qui donnent leur couleur à ces objets, sont généralement réfléchis, c'est-à-dire qu'ils rebondissent sur les surfaces. L'immense majorité des réflexions dans la nature sont diffuses. Une réflexion diffuse, c'est quand les rayons qui rebondissent repartent aléatoirement dans toutes les directions, ou pour le dire autrement, c'est quand des rayons qui arrivent et sont parallèles entre eux, après le rebond, ils sont plus du tout parallèles. Cette diffusion, elle est le résultat des aspérités des surfaces à petite échelle, voire à l'échelle des molécules et des atomes qui composent ces surfaces. Et ces aspérités, elles empêchent les rayons de rebondir de manière cohérente, comme le feraient des boules de billard. Imaginez que les bandes du billard ne sont pas bien rectilignes, ça devient impossible de prédire comment les boules vont rebondir, c'est ce qui se passe avec la lumière sur les aspérités des surfaces pas bien lisses. Il arrive toutefois que les rayons rebondissent de manière cohérente en gardant le parallélisme quand la surface est justement très bien lisse, et c'est ce qui fait la brillance des objets, c'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. Quand cette réflexion spéculaire est parfaite, que les rayons repartent tous sous un angle qu'on peut prévoir, que le parallélisme de tous les rayons est respecté, alors on observe ce qu'on appelle plus communément des reflets, comme ceux qu'on voit dans les miroirs. Des reflets comme ça, c'est en réalité extrêmement rare dans la nature. À l'état naturel, a priori, seule la surface de l'eau parfaitement calme et lisse peut former des reflets. Le reflet parfait est une invention artificielle et humaine. Parce que les deux principales conditions nécessaires pour former un reflet sont très difficiles à réunir. Il faut à la fois que la surface soit parfaitement lisse et polie, ce qui est le cas de quasiment aucune surface dans la nature, et il faut aussi que la lumière ne soit renvoyée que par la surface de l'objet, autrement dit qu'elle ne puisse pas interagir avec l'intérieur de l'objet. Pour le dire autrement, ça veut dire que notre objet parfaitement poli doit aussi être soit parfaitement opaque, ce qui est le cas des métaux par exemple, soit parfaitement transparent, comme dans le cas du verre, où les rayons peuvent traverser sans interagir avec l'intérieur du matériau. Le cas des métaux est d'ailleurs très spécifique. Un métal, c'est un élément dont les atomes sont configurés de telle manière à ce qu'ils peuvent partager entre eux leurs électrons, ceux qui sont les plus éloignés du noyau des atomes. En fait, dans un métal pur, les atomes sont comme enveloppés d'électrons qui sont libres, qui peuvent voyager à la surface de tous les atomes, et qui donnent l'opacité au matériau en interceptant tous les photons qui arrivent à la surface du matériau, et c'est ce qui fait la brillance des métaux. Vous pouvez faire le test, mais surtout pas face au soleil pour protéger vos yeux quand même. Si vous prenez une feuille d'aluminium alimentaire qui est extrêmement fine, eh bien elle est quand même parfaitement opaque, c'est bien une propriété métallique. C'est d'ailleurs la même chose, ces électrons à la surface des atomes, qui font que les métaux sont des conducteurs électriques. L'opacité parfaite ou la transparence, on le comprend très bien, mais revenons un petit peu à notre histoire de surface lisse et polie.
À notre échelle à nous, macroscopique, ça paraît facile de distinguer une surface lisse d'une surface rugueuse. Mais si on se rapproche un peu, on va toujours voir des aspérités microscopiques. Si on zoome suffisamment, on verra les agencements des molécules ou même des agencements d'atomes. À quel niveau on peut donc parler de surface lisse? À quel moment on va considérer que c'est lisse pour ce qui concerne les reflets et la lumière? Eh bien en fait, tout dépend de la couleur dont on parle. Pour qu'une réflexion spéculaire puisse avoir lieu, pour qu'il y ait des reflets qui se forment, il faut en fait que les aspérités de la surface soient d'une taille qui est inférieure à la longueur d'onde des photons qui arrivent. Ça veut dire que pour avoir un miroir qui fonctionne en lumière visible par l'être humain, il ne faut pas d'aspérité plus grande que 0,45 micromètres, 450 nanomètres, c'est-à-dire 0,45 millième de millimètre. Si par contre vous souhaitez construire un radiotélescope par exemple pour observer les ondes radio qui viennent de l'espace, eh bien ces ondes radio, leur longueur d'onde, en tout cas celle qui traverse l'atmosphère, peut aller de 1 cm jusqu'à 10 mètres. Dans ce cas, pour les capter, pour les réfléchir, vous pouvez vous contenter d'une grille en guise de miroir, ce qui permet de l'alléger d'autant et de le rendre moins fragile. Parce que d'une certaine manière, les photons qui sont trop gros des ondes radio ne passent pas par les trous de la grille et ils rebondissent. Et oui, ces radiotélescopes dont vous avez sans doute tous déjà vu des photos qui sont faits d'une grande parabole qui peut être une grille avec des trous dedans, sont en fait des miroirs immenses et ils fonctionnent sur le même principe que les télescopes optiques, sauf que les reflets se forment dans les ondes radio et non dans la lumière visible. À l'autre bout de la gamme des instruments optiques, on a le même genre de phénomène qui limite la taille de ce qui peut être vu dans un microscope optique. Dans ce cas, la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise pour éclairer le sujet observé doit être inférieure à la taille du sujet, sinon elle ne sera pas correctement réfléchie. Ce qui veut dire que les technologies de microscope actuelles permettent de voir des éléments d'une taille de l'ordre de 250 nanomètres, c'est-à-dire 0,25 millième de millimètre, en utilisant de la lumière ultraviolette qui a une longueur d'onde bien courte. C'est tout de même 300 fois plus fin qu'une feuille de papier légère, mais c'est aussi l'équivalent de 500 gros atomes mis côte à côte. On pourrait imaginer des microscopes optiques encore plus puissants si on utilisait des rayons X ou des rayons gamma, mais le problème c'est qu'il faudrait trouver un matériau transparent qui soit suffisamment résistant pour servir de lentille pour focaliser cette lumière, tout en supportant l'immense énergie qui est portée par les rayons X et les rayons gamma. Du coup, pour aller aux échelles inférieures, on préfère remplacer les photons par des électrons et on utilise des microscopes électroniques. Tout ça nous dit qu'il est impossible d'utiliser un système optique pour voir un atome un jour, et les images d'atomes qui ont pu être faites sont en fait des interprétations, des détections faites avec des microscopes fonctionnant sur d'autres principes comme le microscope électronique ou les microscopes à effet tunnel, dont je ne détaillerai pas le fonctionnement ici, parce que même si c'est passionnant, ça concerne plus la physique quantique que la lumière et la couleur qui nous intéressent. Toute la lumière qui arrive sur un objet n'est pas seulement absorbée ou réfléchie, une partie peut traverser l'objet, c'est ce qu'on appelle la transparence. Et ça fonctionne un peu de la même manière que la réflexion. Si des rayons qui sont parallèles au moment où ils arrivent dans l'objet, ils sont toujours parallèles à la sortie, on a une vraie transparence qui permet de distinguer les formes à travers le milieu traversé, comme une vitre tout simplement. C'est un phénomène similaire à la réflexion spéculaire qui permet de distinguer les formes qui sont reflétées. Quand au contraire les rayons sont diffusés dans tous les sens et qu'on ne distingue plus les formes à travers la matière, on parle de translucidité qui est très courante dans les matières organiques telles que les feuilles des arbres ou votre main par exemple, dans laquelle une partie des rayons rouge sang arrive à se frayer un chemin si la lumière qu'on met de l'autre côté de la main est suffisamment intense. Souvent, ces différents phénomènes se combinent. Sur un même objet, certains rayons de certaines longueurs d'onde vont être absorbés, d'autres vont être diffusés, certains vont être réfléchis, certains vont traverser par transparence ou translucidité.
Et ces phénomènes dépendent de la longueur d'onde des rayons dont on parle, ce qui fait qu'il y a une infinité de manières dont les objets, leur surface autant que leur intérieur, peuvent nous renvoyer ou nous transmettre la lumière. On a tendance à attribuer une couleur aux objets. En fait, la couleur dont on parle en général n'est que le résultat isolé de la réflexion diffuse, celle qui disperse les rayons dans tous les sens, et ça ignore les effets de brillance, de reflet, de transparence. Ça s'explique par le fait que cette réflexion diffuse, qui donne ce qu'on pense être la couleur des objets, présente une lumière qui, en fait, qualitativement parlant, ne change pas ou change très très peu quand l'observateur et le sujet observé se déplacent l'un par rapport à l'autre. Parce qu'en fait, tous les autres phénomènes dépendent de l'angle d'incidence des rayons. Ça veut dire que la lumière est réfléchie ou déviée de manière différente en fonction des positions respectives de l'observateur et du sujet, ce qui fait que ces phénomènes changent dès qu'on bouge et ne définissent pas la couleur de l'objet. Regardez ou imaginez, si vous n'en avez pas sous la main, le verso d'un disque optique, je veux dire un CD, un DVD ou un Blu-ray, pendant que ça existe encore. Essayez d'en définir la couleur. C'est assez difficile, c'est vrai qu'il y a une majorité relativement grise, légèrement teintée, suivant qu'on est sur un CD ou un DVD, et c'est la couleur qu'on va attribuer à l'objet de sa réflexion diffuse. Mais il se passe autre chose, il se passe aussi des reflets, et vous allez même voir des lignes de couleur arc-en-ciel. C'est le même phénomène qu'on peut observer aussi à la surface d'une flaque d'hydrocarbures. Là par contre on attend impatiemment que ça disparaisse. Ou sur les bulles de savon par exemple. C'est ce qu'on appelle l'iridescence, quand c'est le résultat de la diffraction de la lumière par des microstructures de la surface. Par exemple, par les sillons gravés sur les disques, sur les CD, les DVD. C'est ce qu'on appelle l'irisation, quand par contre c'est le résultat d'interférence de la lumière. Ça vient du grec ancien, iris, qui veut dire arc-en-ciel. Dans tous les cas, la lumière réfléchie se colore parce que les photons de longueur d'onde différentes se dispersent en fonction de l'angle d'impact du rayon lumineux. Et c'est cette dépendance à l'angle d'impact qui crée le mouvement fascinant de ces iridescences et irisations sur les surfaces lorsque l'observateur ou l'objet se déplace. C'est un phénomène qu'on retrouve dans la nature, qui se conjugue d'ailleurs souvent à des couleurs somptueuses. Plongez, si vous le pouvez, dans la forêt tropicale brésilienne à la recherche de Morphomenealus didius, ce qu'on appelle le morpho bleu, c'est-à-dire un papillon qui a les ailes d'un bleu métallique, iridescente et qui peut atteindre 20 cm d'envergure. Vous y observerez très facilement ce phénomène d'iridescence. Les plumes des oiseaux aussi sont souvent plus ou moins iridescentes en raison de leur structure. En fait, de chaque côté du rachis des plumes, c'est-à-dire le tuyau central qui fait la plume, il y a ce qu'on appelle les barbes qui sont très nombreuses et très serrées, très régulièrement, en V autour du rachis. Vous pouvez tous imaginer une plume, vous voyez ce que c'est les barbes, tous ces fils nombreux qui partent du tuyau central. Et sur les barbes, si vous regardez de très près, on peut voir à l'œil nu ce qu'on appelle des barbules. C'est des espèces de petits poils, c'est à peine visible, c'est tout petit. Et sur les barbules, là il vous faudra un microscope pour voir les barbicelles, qui sont des écailles en fait, en forme de crochet, qui sont donc encore plus fines. Et tout ce réseau de barbules et de barbicelles, en fait, c'est ce qui sert à accrocher les barbes de la plume les unes aux autres, ce qui assure la cohésion de la plume, ce qui est indispensable pour le vol. Quand vous essayez de coiffer une plume, vous voyez que les barbes tiennent un petit peu entre elles, c'est grâce aux barbules, aux barbicelles, ça fonctionne en fait comme un velcro, tout simplement. Et ce sont tous ces micro-détails qui créent une iridescence qui peut être absolument magnifique sur les plumes. On le retrouve un petit peu sur la plume des paons, on le retrouve très bien sur les plumes noires de Geronticus eremita. C'est l'ibis chauve, un splendide oiseau, avec une tête très étrange et toute rouge de 60 cm au plumage bien noir mais iridescent, qui est malheureusement en danger critique d'extinction. On voit ça aussi sur des colibris par exemple, et je le vois sur les plumes noires de ma poule Rosala, Gallus gallus domesticus, dont la robe prend de splendides reflets métalliques qui vont du bleu au vert. Enfin ça, c'est quand elle vient pas de prendre un bain de terre. On retrouve aussi de l'iridescence dans le monde minéral. Par exemple, un jour, vous aurez peut-être la chance d'observer un cristal oxydé de bismuth, on en retrouve dans les musées de géologie, dont l'oxydation provoque une magnifique iridescence dans tout le spectre visible.
Ce phénomène d'iridescence est beaucoup plus rare dans le monde végétal par contre. Les végétaux photosynthétiques y renferment des chloroplastes dans leurs cellules, c'est-à-dire des organites qui convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique. Ces chloroplastes, ils absorbent l'énergie grâce à la chlorophylle qu'ils contiennent. Vous avez déjà tous entendu parler de ça. La chlorophylle, ce sont des pigments qui sont verts parce qu'ils absorbent les parties rouges et bleues du spectre de la lumière visible et ne renvoient que le vert. Lorsque des photons de longueur d'onde proches du bleu ou du rouge heurtent une molécule de chlorophylle, plus précisément un électron de cette molécule, alors leur énergie peut être absorbée par la molécule, puis relâchée, transmise ou convertie sous une autre forme. A contrario, un photon qui aurait une longueur d'onde proche du vert aura toutes les chances de rebondir sur l'électron, ou simplement de continuer son chemin, ce qui va donner une belle translucidité verte aux feuilles. Soit dit en passant, n'éclairez donc pas vos plantes de lumière verte, vous allez les affamer. Les plantes ayant tout intérêt à absorber la lumière, qui est leur nourriture de base, elles s'en privent pas. Le hêtre, par exemple, ne laisse passer que 3% maximum de la lumière. Autrement dit, les arbres sont un moyen très pratique de créer un peu de fraîcheur dans un jardin ou sur un terrain, et du coup, on pourrait se dire que les forêts devraient être bien sombres, mais grâce à la chlorophylle verte, elles sont en fait baignées d'une apaisante ombre verte, dont on pense qu'elle est d'un des facteurs qui fait que la sylvothérapie semble avoir un effet bénéfique sur le corps humain. La chlorophylle, c'est la grande majorité des pigments qui sont présents dans les chloroplastes, mais les chloroplastes renferment aussi d'autres pigments en un peu plus faible quantité, comme les carotènes, qui donnent leur couleur aux carottes, aux oranges, mais aussi aux flamants roses via leur alimentation. Le carotène, c'est en fait un assemblage de 2 molécules de vitamine A, mais à la différence de la vitamine A, un excès de carotène, c'est pas toxique, on peut en manger beaucoup. Attention par contre, si vous en mangez trop, il va être stocké dans le foie, et vous aurez pas un joli teint de flamant rose, mais vous risquez de devenir un peu jaunâtre, ce qu'on confond facilement avec une jaunisse, bien que ce soit pas une maladie, mais juste un excès de carotène. On donne d'ailleurs parfois du carotène aux poules et aux poulets pour teinter les jaunes d'œufs un peu plus profondément vers le orange et pour teinter la chair des poulets qui sont destinés à la consommation humaine. On trouve aussi dans les chloroplastes un autre pigment, des xanthophiles qui sont de couleur jaune, qui accompagnent ces carotènes plutôt orange. Et tous ces pigments, ils sont plus stables que la chlorophylle. La chlorophylle, dans les latitudes où les hivers sont froids, elle a tendance à disparaître à l'automne, elle se dégrade, et elle laisse alors la place à ces autres pigments, le carotène, les xanthophiles, qui vont exprimer leur couleur flamboyante dans les feuilles des arbres de l'automne. En allant du jaune au rouge, ces pigments permettent en fait d'optimiser la photosynthèse parce qu'ils vont capter la partie verte du spectre solaire que la chlorophylle ne capte pas. Mais au contraire de la chlorophylle, ils sont pas capables d'effectuer la conversion de l'énergie, ils ne peuvent que la transmettre. La chlorophylle est donc absolument indispensable et c'est pour ça qu'elle est très majoritaire dans la feuille. Donc quand une feuille perd sa couleur verte, ça veut dire qu'elle perd sa chlorophylle et c'est nécessairement synonyme de mort de la feuille. Certaines plantes, cela dit, vont plus loin, comme les bégonias, et on revient à l'iridescence. C'est un des très rares cas d'iridescence dans le monde végétal. Les feuilles des bégonias renferment, en plus des chloroplastes, ce qu'on va appeler des iridoplastes, qui prennent en fait le relais des chloroplastes quand la luminosité est très faible, et c'est ça qui donne d'étranges reflets bleus un peu métallisés aux bégonias. C'est un phénomène semblable à l'iridescence qui sépare et disperse les longueurs d'onde, qui est aussi à l'origine des aberrations optiques. Notamment les aberrations qu'on dit chromatiques en photographie ou en vidéo. C'est quand des franges rouges et vertes apparaissent au bord des zones où il y a beaucoup de contraste dans l'image. Les photographes et vidéastes connaissent bien ce phénomène qui est très gênant avec certains objectifs.
En fait, les multiples lentilles qui composent l'objectif qui sert à focaliser la lumière sur le capteur de l'appareil photo ou de la caméra, eh bien quand ces lentilles sont en particulier de mauvaise qualité, elles ont tendance à dévier différemment les photons en fonction de leur énergie, et ceux de moindre énergie, les rouges, se décalent légèrement par rapport à ceux de plus haute énergie, les bleus et les violets. Dans les objectifs de bonne qualité, on limite ce problème en affinant les lentilles et aussi par une astuce toute bête, on intercale une lentille qui a le défaut inverse, qui disperse les longueurs d'onde dans le sens inverse et reforme donc une image correcte. On peut expliquer de la même manière les halos d'objectifs, que en anglais on appelle lens flares. Ce sont les halos lumineux qui peuvent prendre différentes formes, mais qui sont souvent des disques, des cercles, et qui sont alignés sur une ligne qui va du centre de l'objectif à une source de lumière ponctuelle dans l'image. Si vous voulez tout de suite comprendre de quoi je parle, vous pouvez simplement regarder un film de J.J. Abrams, par exemple Star Trek, pour visualiser beaucoup de ces halos lumineux, de ces lens flares. J.J. Abrams est en fait aussi le réalisateur du film Super 8, sorti en 2011. Et dans ce film, on voit bien qu'il aime favoriser l'utilisation de techniques analogiques, de pellicules et de maquettes, et surtout qu'il use et abuse un petit peu de ces halos d'objectifs, de ces lens flares. I have to help Charles finish his movie. Be good for you to spend some time with kids who don't run around with cameras and monster makeup. Could you close your eyes, please? Yeah. And action! Guys, watch out! Run! Go! En fait, on reproduit même fréquemment ces aberrations optiques, ces aberrations chromatiques dans les productions numériques ou en images de synthèse, où on n'a pas d'objectif réel, donc on ne devrait pas avoir ces problèmes de lumière. Et ben on les reproduit artificiellement pour, assez paradoxalement, donner un aspect plus réel ou embellir les images, parce que le public au cinéma est en fait habitué à voir ces défauts dans les prises de vue depuis toujours, et ne pas les remettre dans les images de synthèse font paraître les images, paradoxalement très artificielles. On en retrouve même dans la nature des phénomènes qu'on pourrait qualifier d'aberrations optiques et chromatiques, comme il y en a dans les objectifs des appareils photo. Imaginez un instant que vous êtes réduit à une taille minuscule, suffisamment petite pour vivre à l'intérieur d'un objectif d'appareil photo. Et même dans une lentille qui compose cet objectif. Vous vivrez alors les aberrations chromatiques dont j'ai parlé de l'intérieur, et vous serez ébloui par la splendeur de ces couleurs qu'on qualifie plutôt de défauts à notre échelle humaine. Eh bien c'est exactement ce qu'on vit au crépuscule. La lumière du crépuscule, elle est réfractée et dispersée par l'atmosphère de la même manière qu'elle peut être dispersée et réfractée par les lentilles d'objectif. L'atmosphère forme une gigantesque lentille et nous sommes dedans. En plein jour, quand les rayons du soleil nous tombent dessus et arrivent bien droit, le spectre de lumière est complet, il traverse parfaitement l'atmosphère. Mais au crépuscule, quand les rayons arrivent sous un angle un peu plus serré, et que l'épaisseur d'atmosphère à traverser est plus grande, alors les longueurs d'onde les plus courtes, qui correspondent au bleu, au violet, à l'ultraviolet, ne nous atteignent plus, et seules les longueurs d'onde plus longues, du jaune au rouge profond, viennent être réfléchies par les nuages, par la vapeur d'eau, par les gaz atmosphériques, ou par la neige sur la montagne, par l'océan et par tout le paysage. Les couleurs rouges et orangées ont justement un effet très fort sur l'être humain, mais ça on l'expliquera dans un prochain épisode. En tout cas, dans la montagne sur laquelle je vis, on est rarement plongé dans cette lumière de crépuscule parce qu'on n'a pas de bol. Le soleil passe la crête de la montagne bien trop tard le matin et bien trop tôt le soir pour qu'on puisse voir ces lumières. Mais par contre, le soir... Je le vois pas le matin parce que je me lève pas assez tôt. Mais le soir, au fur et à mesure qu'on voit l'ombre monter sur les flancs de la montagne, passant par la forêt et balayant les prairies des alpages, quand cette ombre atteint les sommets rocailleux et enneigés, les glaciers en voie de disparition, les derniers névés, la lumière se teinte alors enfin de jaune puis d'orange flamboyant, elle est réfléchie par la neige blanche et contraste très fort avec le bleu environnant de l'ombre sur les rochers et l'outre-mer profond du ciel crépusculaire.
crépusculaire. Il suffit d'un petit nuage qui s'accroche là pour parfaire ce spectacle splendide. Souvenez-vous de Edmund Burke, le philosophe, qui qualifie de sublime l'émotion qu'on ressent face au vide, perché en haut d'une montagne, ce que le peintre Caspar David Friedrich essaie de peindre dans son Voyageur contemplant une mer de nuages, tableau romantique très connu de 1818. Imaginez donc l'émotion que ressentirait ce même voyageur le soir venu quand la mer de nuages aura commencé à se dissiper, laissant filtrer les rayons rouge-orangé flamboyants du soleil couchant qui viendront inonder son sommet d'une froide pluie de feu. J'ai vécu ça personnellement lors de bivouacs passés en altitude, et oui, je peux vous dire la magie de ces moments quand le silence se fait, que toute vie semble soudain chercher à faire de cet instant une éternité, cherchant sans doute un dernier moment de douceur avant le froid glacial de la nuit. En cet instant précis réside tout le pouvoir de la couleur dans laquelle on est noyé. Loin de là, en plaine, plus généralement en bord de mer, par temps sec et anticyclonique, quand l'air est très très clair et que le regard porte aussi loin que possible à l'infini sur l'horizon, alors certains auront peut-être la chance d'apercevoir un rayon vert au moment précis où le soleil finira sa course en disparaissant sous l'horizon. Pendant une petite poignée de secondes, tout au plus, un point vert, un peu étiré sur l'horizon, marquera l'entrée dans la nuit. Ce phénomène est très difficile à apercevoir, il résulte du même genre de dispersion du spectre de la lumière du soleil par l'atmosphère que le crépuscule en lui-même, dans la configuration très particulière de ce moment précis où le soleil n'est plus visible que comme un minuscule point au-dessus de l'horizon, aussi distant que possible. Jules Verne en parle en 1882 dans un roman qui s'appelle justement Le Rayon Vert, où l'héroïne cherche ce rayon, mais il se trompe à l'époque sur l'explication du rayon vert en l'assimilant à un effet d'optique. Vous pouvez en voir un aussi, par exemple, dans la dernière scène du film Le Rayon Vert d'Éric Rohmer, sorti en 1986. Tu sais ce que c'est le rayon vert? Non, c'est quoi? C'est le dernier rayon du soleil couchant. Jules Verne a écrit un bouquin là-dessus. Ouais, j'ai pas lu. C'est porte-bonheur, non? C'est pas tout à fait ça. On peut connaître... À quoi? Je te dirai tout à l'heure. Si on s'éloigne encore et qu'on part à 384 000 km d'ici, il est encore possible de vivre un crépuscule. C'est la distance de la Lune. Et lors d'une éclipse de lune, c'est-à-dire lorsque la Terre projette son ombre sur le satellite, alors la couleur orange du crépuscule dont les rayons traversent l'atmosphère, mais qui évite la Terre de peu, ces rayons repartent dans l'espace et continuent leur trajet jusqu'à la Lune, et c'est ça qui donne au satellite la même teinte rouge-orangée que celle qui se porte sur mes montagnes le soir. Je vous laisse imaginer ce que vivrait un sélénote, un astronaute sur la Lune à ce moment-là. En fait, des crépuscules, il y en a d'ailleurs sur toutes les planètes qui ont une atmosphère dans tout l'univers, pour autant qu'elles orbitent autour d'une ou plusieurs étoiles, bien sûr. Est-ce qu'on est seulement capable d'imaginer tous ces crépuscules? C'est une question que je vous invite à méditer en écoutant le double album des Smashing Pumpkins sorti en 1995 qui s'appelle Melancholy and the Infinite Sadness. Un double album qui commence par Dawn to Dusk, de l'aube au crépuscule, et qui est suivi de Twilight to Starlight, de la lumière crépusculaire à la lumière stellaire. C'est un album que le chanteur et guitariste du groupe, Billy Corgan, qualifie de basé sur, je cite, la condition humaine de chagrin mortel. Il lie clairement la lumière et le crépuscule, la couleur, à l'émotion et la condition humaine. On parle beaucoup des couleurs qu'on voit, mais les objets renvoient aussi des longueurs d'onde que l'être humain ne peut pas voir, comme par exemple les ultraviolets, et même les objets émettent tous leur propre lumière qui est liée à leur chaleur dans l'infrarouge pour les températures sous lesquelles nous vivons quotidiennement. Le monde lumineux est en fait bien plus vaste que ce qu'on perçoit, sans même compter les ondes radio naturelles ou artificielles dans lesquelles nous baignons
tout le temps, mais que seuls les radiotélescopes et les antennes artificielles peuvent voir. Est-ce qu'on peut dire pour autant que ces antennes voient des couleurs que nous-mêmes ne voyons pas ? Et qu'en est-il des animaux qui sont capables de détecter les infrarouges ou de voir les ultraviolets ? Ce sont des questions parmi celles que nous allons nous poser dans le prochain épisode de La fourmi dans la coquille. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, que vous apprenez plein de choses et surtout que vous voyagez un petit peu. Aidez-moi à partager le podcast un peu partout pour en faire profiter un maximum de monde. Vous pouvez visiter aussi le site internet lafourmi.media pour lire les textes détaillés qui accompagnent ces épisodes et qui sont aussi accompagnés de quelques images qui ne sont pas inutiles pour illustrer un sujet comme la couleur. En passant, vous verrez aussi qu'il est possible sur le site internet de faire un don ponctuel ou régulier, parce que écrire, enregistrer et produire un podcast comme celui-ci, c'est pas de tout repos, c'est même énormément de travail. Je parle de plusieurs semaines d'écriture, de longues journées d'enregistrement, de post-production, de mise en ligne. Ce travail n'est pas sponsorisé, il n'est pas financé par de la pub, il est indépendant et ne peut se faire que grâce à vos dons. Je vous remercie infiniment de ce petit effort pour m'aider à continuer à réaliser des épisodes de qualité et ne pas tomber dans la facilité de tout faire par une intelligence artificielle. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans le prochain épisode, toujours en lumière, toujours en couleur. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast. Man, the more I hear about this, it just gets crazier and crazier.